Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau webinaire des éditions IH. Nous allons parler aujourd'hui d'Hildegard de Bingen et de ses essentiels en naturopathie en compagnie de Mélodie Molins. Bonjour Mélodie. Bonjour Pierre. Ce webinaire va se dérouler en deux phases. L'intervention de Mélodie Molins, au cours de laquelle vous pourrez poser toutes vos questions dans l'onglet questions-réponses, puis les réponses de Mélodie aux questions posées. Nous organisons régulièrement des événements. N'hésitez pas à vous inscrire à notre newsletter. Je vous mets le lien dans le chat pour l'inscription à la newsletter donc, et pour les livres de la collection Hildegarde pour tous que nous allons évoquer ce soir, qui est donc l'ouverture éditoriale sur les enseignements d'Hildegard de Bingen des éditions IH. Alors, Mélodie Molins, vous vous intéressez à l'approche d'Hildegard de Bingen depuis le milieu des années 90. Vous avez fait des études de naturopathie à la Faculté libre de médecine naturelle et d'ethnomédecine de Paris avant d'obtenir un diplôme de Heilpraktikteurin en Allemagne. Et vous vous êtes formé auprès de grands spécialistes internationaux d'Hildegard de Bingen, le docteur Vigard Strello en Allemagne et le docteur Van Eken en Belgique. En 2006, vous avez fondé le premier centre de naturopathie francophone spécialisé dans l'approche d'Hildegard de Bingen, l'Institut Hildegardien, et vous êtes l'autrice de plusieurs livres sur Hildegard de Bingen aux éditions IH. Donc, les voici. Hildegard pour les débutants, Hildegard dans ma cuisine et Hildegard et les pierres, que vous pouvez vous procurer sur notre site internet éditionih.com ou dans n'importe quelle librairie. Alors, Mélodie, ma première question pour vous ce soir, c'est pouvez-vous nous rappeler qui est Hildegard de Bingen? Alors, c'est une vaste question pour commencer, évidemment. Hildegard de Bingen, en fait, c'est une femme qui a vécu au Moyen Âge, qui était précisément plutôt une abbesse. Et donc, en fait, cette femme eh bien, a apporté un savoir important autour donc, eh bien, des plantes et de toutes les approches, on va dire, bien-être. Donc, pour faire simple, je vais vous expliquer en quelques mots la vie d'Hildegarde pour qu'on puisse peut-être un peu mieux comprendre qui elle est. Donc, elle est née en 1098, pardon, donc en Allemagne. Et donc, Hildegarde, en fin de compte, eh bien, a grandi dans une famille plutôt noble et elle est née du côté de Mayence, hein, pour ceux qui connaissent un petit peu l'Allemagne. Donc, cette petite fille, évidemment, elle va grandir. Elle va être confiée pour son éducation vers l'âge de 8 ans. Donc, ça, c'est ce que nous disent les historiens. Elle est confiée donc à Jutta von Sponheim. Et donc, elle va faire un petit peu son éducation. Voilà, elle va apprendre ce que l'on apprend à l'époque, hein, la lecture, l'écriture et probablement aussi un instrument de musique comme la lyre et bien entendu tous les rudiments utiles. Alors, Hildegarde, elle va donc continuer bien sûr à grandir encore et vers l'âge de 16 ans, elle va prendre l'habit. Et c'est comme ça qu'en fait, cette petite communauté va grandir, on va dire. Et puis en 1136, eh bien, Jutta von Sponheim décède et donc Hildegarde va devenir la prieure et bientôt d'ailleurs la supérieure de son propre monastère. Et donc c'est comme ça qu'elle va aller créer en fait son premier monastère à Bingen. Et donc, ce premier monastère, en fin de compte, eh bien, va aussi donner le nom à Hildegarde, puisqu'on l'appelle Hildegarde von Bingen, évidemment en allemand, qu'on traduit donc Hildegarde de Bingen en français. Donc, la ville de Bingen aujourd'hui existe toujours et d'ailleurs, on peut voir aujourd'hui le lieu où elle a vécu à l'époque. Bon, c'est un lieu qui appartient à une famille privée, mais moi-même, j'ai eu la chance de pouvoir le visiter. Bon, bien sûr, il a été un peu détruit par quelques guerres entre-temps, mais il a été reconstruit et aujourd'hui, il y a quand même encore une grande cave où évidemment, eh bien, on sait que Hildegarde est forcément passée dans cet endroit-là. Voilà. Alors, Hildegarde, évidemment, elle va commencer avec bien des péripéties aussi à écrire vers l'âge de 42 ans, donc en 1141.
et elle va écrire sa plus belle et plus grande œuvre qui s'appelle donc le Scivias. Et donc, c'est une œuvre qu'elle va mettre quand même 10 ans à rédiger, pour vous dire un petit peu les choses. Alors ça, c'est plutôt une œuvre religieuse, donc ce n'est pas forcément ce qui va nous intéresser le plus, évidemment, ce soir, puisque notre webinaire est plutôt tourné autour des méthodes bien-être. Mais Hildegarde aussi a rédigé donc 2 autres livres qui sont très intéressants. C'est le Physica et le Causa et Curae. Et ces 2 livres, en fait, nous permettent aujourd'hui d'avoir bien toutes les infos autour des plantes d'Hildegarde. Voilà un petit peu, Pierre, ce que je pouvais dire. Alors, évidemment, ce qu'on peut rajouter peut-être, c'est que Hildegarde, elle a donc vécu quand même pour l'époque très longtemps, hein, puisqu'elle a vécu jusqu'à l'âge de 81 ans. Et donc, elle est décédée le 17 septembre 1179. Et aujourd'hui, donc, tous les 17 septembre, eh bien, on fête Hildegarde. Et on fête même Sainte Hildegarde, puisque désormais, elle a été reconnue donc, en mai 2012 comme sainte, alors que les procès, enfin, comment s'appelle, les tentatives, on va dire, pour justement officialiser ce terme donc, de sainte, avaient tout échoué depuis le Moyen-Âge. Voilà. Et en octobre donc, 2012, elle est devenue aussi docteur de l'Église. Il faut savoir qu'il n'y a que 4 femmes au monde qui ont ce titre, ce qui est quand même assez exceptionnel aussi. Voilà. Donc, une femme exceptionnelle, Pierre, une femme aussi très visionnaire. Et puis, tout ça, ben, c'est toujours d'actualité, hein. Alors, vous avez déjà donné des éléments de réponse à ma prochaine question avec la simplification notamment, mais pourquoi 850 ans après sa mort, Hildegarde reste-t-elle un personnage si important et pourquoi ses enseignements sont-ils tant d'actualité? Je pense que comme elle a écrit effectivement à son époque des choses très pertinentes, et ces choses pertinentes, on les retrouve toujours aujourd'hui. Bon, elle était aussi inspirée, ce qui peut aussi aider, évidemment. Mais en tous les cas, Hildegarde de Bingen, à l'époque, c'était un personnage effectivement très, très important. Voilà, il faut savoir que tous les personnages importants sont venus la voir, sont venus la consulter aussi des fois pour avoir des conseils en fait, hein. Et en fait, par exemple, on a quelqu'un de très connu qui est venu la voir. Il s'agit donc de Frédéric Barberousse. Frédéric Barberousse, donc, qui a vécu de 1122 à 1190 et qui était donc à l'époque l'empereur romain germanique, donc le roi d'Allemagne pour faire simple. Il était d'ailleurs aussi roi d'Italie à l'époque également, et duc d'Alsace également. Enfin bon, bref, il avait beaucoup de titres. Et donc, vous voyez, c'est quelqu'un de très important qui est venu la rencontrer à son époque et qui eh bien, a, a suivi en partie, mais pas toujours tout ce que lui a dit Hildegarde, d'ailleurs, comme conseil pour la petite histoire. En tous les cas, pour répondre à votre question, Pierre, effectivement, ces enseignements sont toujours d'actualité et c'est vraiment étonnant, comme je disais tout à l'heure, parce qu'elle a décrit, par exemple, le mécanisme du cancer dans ses écrits au Moyen-Âge, sans citer le mot cancer, mais elle a vraiment décrit toute la mécanique et le processus de développement. Elle a décrit aussi les problématiques auto-immunes, donc toujours à l'époque. Donc tout ça, c'était très, très en avance, évidemment, sur les avancées, je dirais, les avancées au niveau de l'anatomie, de la physiologie de l'époque. Voilà. D'accord. Alors pourquoi est-ce que vous êtes intéressée à ce personnage au point de la placer au cœur de votre spécialité et de devenir experte sur le sujet? Alors, experte, je ne sais pas. En tous les cas, il faut rester toujours assez modeste, hein, avec l'approche d'Hildegarde, car pour comprendre ses écrits, il faut être plusieurs spécialistes. Par exemple, pour comprendre en profondeur eh bien, ce qu'elle a voulu dire, d'abord, il faut un latiniste chevronné, parce que bah, c'est du latin, mais du Moyen Âge, donc ce n'est pas le latin d'aujourd'hui. Il faut aussi un botaniste
il faut des biochimistes, il faut pour la partie aussi musique qu'elle a écrit, qu'elle a donc rédigé à l'époque, un musicien par exemple spécialisé dans la musique du Moyen Âge, etc., etc. Donc effectivement, on peut dire que il faut être à plusieurs pour vraiment bien comprendre ce qu'Hildegard de Bingen voulait nous dire à l'époque, quoi, hein. Maintenant, effectivement, moi-même, j'ai eu un problème de santé important, ce qui m'a un peu obligée aussi à trouver une solution ailleurs, puisque la médecine classique n'avait pas vraiment de solution à m'offrir. Et donc, du coup, c'est grâce aussi aux tests, entre guillemets, que j'ai fait sur moi-même et qui ont nettement amélioré mon état de santé. C'est ça aussi qui m'a, on va dire, motivée aussi à tous ces changements, évidemment. Donc, c'est ces premiers succès qui m'ont amené à vouloir en savoir plus, à me former aussi autour de l'approche d'Hildegard de Bingen et notamment en naturopathie. Et puis à suivre évidemment en Allemagne les cours du docteur Vigard Strello. Je me suis formée aussi avec le docteur Van Eken qui est en Belgique. Tous deux ont côtoyé le docteur Erskag qui est vraiment le médecin qui a été à l'origine de la redécouverte des écrits d'Hildegard dans les années 1950. D'accord. Alors, vous venez de parler de naturopathie. On considère communément Hildegard de Bingen comme la première naturopathe européenne. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est que la naturopathie? Alors, la naturopathie, c'est, on va dire, une science fondamentale qui englobe donc l'étude, la connaissance, on va dire l'enseignement et l'application des lois de la vie afin de maintenir, retrouver, optimiser la santé par des moyens naturels. Ça, ce que je viens de vous dire, c'est vraiment la phrase que la FENA, donc la Fédération française de naturopathie, a écrit dans sa première version de charte, c'est-à-dire en 1985. Donc, oui, c'est pas d'hier, mais ça n'a pas changé. Donc, en fait, la naturopathie englobe des pratiques de tradition, on va dire, occidentale, voilà, pour optimiser, en fait, et préserver la santé globale de l'individu. Et puis, aider par des moyens forcément naturels à tout cela, en fait. Donc, la naturopathie, c'est un peu en fait compte une philosophie, un art, une science fondamentale qui englobe beaucoup de choses, comme par exemple l'étude, la connaissance, l'enseignement et l'application des lois de la vie, afin donc de rester en bonne forme, d'optimiser cette santé aussi. Et bien sûr, pour ceux qui sont faibles, qui ont des problématiques, de recouvrer la santé rapidement. Voilà. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que effectivement, la naturopathie englobe toutes les méthodes naturelles, pour faire simple. Et ensuite, on a le naturopathe, qui est donc la personne qui est formée à la naturopathie, qui va être en quelque sorte le généraliste des approches naturelles. Donc, il va exercer généralement en cabinet. Il va travailler aussi en collaboration avec des professionnels de santé, tout en étant voilà, il peut avoir de l'activité plurielle, on dit, hein, en fait. Hein, il peut être en activité en cabinet, mais aussi, par exemple, salarié à mi-temps dans un magasin bio, etc., etc. Mais en tous les cas, pour celui qui travaille en cabinet, ce sera toujours en collaboration avec des professionnels de santé. Ça, c'est le plus important pour garantir une personne qui donne de bons conseils. Et c'est très important aujourd'hui, évidemment. Merci. En résumé, en quoi tient la spécificité des enseignements d'Hildegard de Bingen par rapport au champ de la naturopathie classique que vous venez d'évoquer? Alors, la méthode Hildegard fait partie évidemment de la naturopathie classique, puisque elle-même, Hildegard de Bingen, est considérée comme la première naturopathe européenne. Son enseignement, en fin de compte, va apporter un plus, un complément au savoir actuel de la naturopathie, puisque Hildegard nous donne des conseils alimentaires, des conseils à base de plantes, des crèmes, des pierres qui vont aider à soulager les douleurs, par exemple. Et on peut donc être finalement tout à fait un naturopathe classique, si je puis dire, avec une spécialité pardon, Hildegard, telle que nous formons les personnes chez nous à l'Institut Hildegardien, par exemple. D'accord. Alors, quel est l'éventail des enseignements d'Hildegard de Bingen?
Alors, d'abord, pour répondre à cette question, j'ai envie de dire et de rappeler quels sont les principes fondamentaux de la naturopathie, et je vais en venir à Hildegarde dans un second temps. En fin de compte, la naturopathie, elle va se fonder sur 5 principes fondamentaux, le vitalisme, l'holisme, le causalisme, l'humorisme et donc l'hygiénisme. Et en fait, il y a de nombreuses similitudes avec, bien sûr, l'approche d'Hildegarde, vous vous en doutez. Alors, on va commencer par donner une petite courte description de chaque thème. Donc, le vitalisme reflète en fait la capacité d'auto-guérison, c'est-à-dire que le corps manifeste en lui évidemment une énergie vitale qui va lui permettre justement de s'auto-régénérer afin de mieux se réparer, par exemple quand on se blesse, par exemple, tout simplement. Donc, le travail du naturopathe va donc être de réactiver cette énergie vitale que nous avons en fin de compte tous en nous. Donc ça, c'est le premier point, c'est donc ce vitalisme qui fait appel à une notion finalement de vitalité. Ensuite, l'holisme, donc c'est la fameuse démarche holistique. Un naturopathe voit les choses globalement. Il va donc travailler sur les plans physiques, psychologiques, émotionnels et même aussi, on va dire, environnemental. C'est un nouveau plan qui est important à prendre en compte aujourd'hui. Et lors, en fin de compte, d'un rendez-vous en naturopathie, le naturopathe va poser quelques questions pour justement apprendre à mieux connaître la personne et puis à faire le bilan le plus adapté possible et puis pouvoir donner les conseils donc, qui vont avec le mode de vie de la personne, évidemment. Alors après, le troisième point, c'est le fameux causalisme. Alors, le naturopathe donc, va toujours rechercher la cause de la cause de la cause. Donc, le causalisme, effectivement, c'est ça. La cause donc d'un problème peut être d'origine psychique, d'origine psycho-émotionnelle, mais aussi d'origine physique. Et donc, en fait, c'est les problématiques, les manifestations de ces problématiques qui vont nous permettre de considérer les choses comme des signaux d'alarme pour nous prévenir d'un dysfonctionnement, par exemple, d'un organe, et donc, enrayer la situation tout de suite, c'est-à-dire donner des plantes pour, évidemment, régler le problème au plus vite avant que ça s'aggrave. C'est un peu ça l'idée. Donc, par rapport à ce que nous dit Hildegarde sur ces 3 points, effectivement, la vitalité, la capacité de s'auto-régénérer, ça, c'est une notion aussi qui est vraiment utilisée chez Hildegarde. Alors, elle le manifeste sous un autre terme qui est la viriditas, qui est donc ce qu'on pourrait traduire viriditas, on pourrait le traduire véritablement, littéralement comme force verte, mais en réalité, on pourrait le traduire sous une autre forme, c'est-à-dire énergie vitale. Et donc, elle nous en parle déjà de ça, et c'est typiquement de la naturopathie, vous voyez. La démarche holistique, l'holisme, ça c'est typiquement Hildegarde aussi, puisqu'elle elle nous parle de la santé sous l'angle corps, âme, esprit. Donc, vous voyez, sous un angle aussi très global. Le causalisme, rechercher la cause de la cause, ça on le voit en lisant ses écrits, puisqu'elle nous dit par exemple celui qui a des problèmes à tel organe doit justement penser que ça peut venir d'un dysfonctionnement des yeux, par exemple, où ça va donner un affaiblissement des yeux ou de l'ouïe ou autre chose. Donc ça, elle nous dit quand il y a un dysfonctionnement, elle nous fait penser d'où peut provenir ce dysfonctionnement. C'est encore une fois tout à fait l'esprit naturopathique. Voilà. Donc, du coup, une fois qu'on a trouvé la cause, évidemment, on va essayer de faire un travail de fond, bien entendu, qui va être nécessaire pour justement éviter que les manifestations réapparaissent. Et donc, on va donner des conseils, par exemple, comme une bonne hygiène de vie adaptée, une bonne gestion des émotions, etc., etc. Là encore, ça ressemble parfaitement à ce que nous disait Hildegarde déjà au Moyen Âge. Sous une forme, on va dire, à remettre au goût du jour, évidemment, parce qu'Hildegarde, quand elle nous dit quelque chose, elle nous dit les choses à sa manière à elle, et c'est vrai qu'il faut remettre ça sous l'angle du prisme d'aujourd'hui et de nos habitudes de vie aussi d'aujourd'hui, évidemment. Alors, elle parle, et dans la naturopathie aussi, on parle d'humorisme.
c'est le principe donc des fameuses humeurs. C'est quoi en fait les humeurs? Ce sont les différents liquides qui sont présents dans notre organisme, comme le sang, la lymphe, le liquide intracellulaire et extracellulaire. Et donc en fait, quand on va stimuler ou drainer ces différents liquides, à l'aide donc de différentes techniques, par exemple des plantes, certains mouvements, etc. La démarche donc du naturopathe va être de chercher à assainir en fait l'organisme. Et donc, lorsqu'on travaille sur ces différents liquides, eh bien, en naturopathie, on dit qu'on travaille finalement sur le terrain. Et tout ça, évidemment, Hildegard de Bingen en parle aussi déjà à l'époque au XIIe siècle. Donc, c'est vraiment troublant l'approche très en amont qu'elle avait. Et elle parle aussi, bien sûr, et la naturopathie aussi, bien sûr, parle d'hygiénisme. Alors, l'hygiénisme, ça se découpe de plusieurs façons. Et donc, par exemple, on a déjà le premier point de ce hygiénisme, c'est l'hygiène alimentaire. Donc, en fin de compte, il faut que l'aliment que l'on mange nous fasse du bien au quotidien pour justement rester en santé. C'est ça l'idée de cette hygiène alimentaire. Et donc, effectivement, Hildegard de Bingen nous donne des conseils pour rester en bonne forme, je dirais, pour prévenir les problèmes. Donc, pour quelqu'un qui est en bonne santé, d'ailleurs, c'est ce qu'elle dit littéralement, on peut manger ça, ça, ça. Pour quelqu'un qui est un peu plus faible, attention, il ne faut pas manger ça ni ça, mais plutôt manger ça, etc., etc. Donc, elle a déjà toute une méthode alimentaire au Moyen Âge qui est donc aussi quelque chose qui est important en naturopathie, puisque l'hygiène alimentaire, ça fait partie des bases de la naturopathie aussi. Donc, dans l'hygiénisme, on a aussi l'hygiène physique, donc l'exercice physique qui va permettre la libération et puis la stimulation finalement de cette énergie vitale. Et donc, en fin de compte, oui, il faut bouger, il faut se détendre aussi, c'est important pour diminuer le stress et bien sûr être le plus détendu possible et le moins nerveux possible. C'est ça le but. Également, dans l'hygiénisme en naturopathie, on parle d'hygiène des émonctoires. Cette hygiène-là, c'est tout simplement en fait compte de faire de la détox régulièrement, c'est-à-dire nettoyer les principaux donc émonctoires qui sont les reins, les poumons, la peau, le foie, l'intestin, de les nettoyer de façon à drainer les fameuses toxines. Et donc, également, Hildegard de Bingen a ce concept-là dans ses écrits, puisqu'elle a une boisson, par exemple l'absinthe, qu'elle donne à des doses très précises pour justement avoir cet effet de nettoyage sur comment ça s'appelle sur donc tous ces émonctoires en fait. Donc, on retrouve beaucoup de conseils de nettoyage aussi, de stimulation de ces fameux émonctoires. Autre point encore qui est aussi dans l'hygiénisme, c'est l'hygiène psycho-émotionnelle. En fait, on sait aujourd'hui, évidemment, que le stress, les émotions ont un impact sur notre santé physique et mentale très importante. Un impact enfin très important en tous les cas, et que la santé en fait va avoir un rôle aussi essentiel et la bonne santé justement, notamment au niveau psycho-émotionnel, va être indispensable justement. Donc, encore plein d'outils que l'on peut utiliser comme tout ce qui va nous aider à gérer le stress, la relaxation et tout ça, c'est très important justement pour bien gérer cet aspect-là. Hildegard, encore une fois, nous donne des outils. Elle aussi, elle a vécu des périodes de stress forcément au cours de sa vie, de sa longue vie même, je dirais. Hildegard de Bingen nous donne vraiment des mélanges de plantes qui vont nous aider à nous détendre, à nous relaxer, à rester aussi dans la joie. Des biscuits de la joie qui sont assez connus dans l'approche d'Hildegard, par exemple, vont être donnés. Tout ça, c'est un aspect très important. Elle dit que pour rester en bonne santé, il faut absolument être dans la joie, par exemple. Donc, tous ces points-là sont vraiment des points qui sont essentiels en naturopathie
et que Hildegard décrit véritablement dans ses écrits. Vous avez parlé d'hygiène alimentaire tout à l'heure. Quelles sont les grandes recommandations alimentaires d'Hildegard de Bingen? Alors, la plus grande des recommandations, évidemment, ça va être l'épeautre. L'épeautre, elle nous dit dans ses écrits que c'est la meilleure des céréales. Bon, le paragraphe n'est pas très grand sur ce qu'elle nous dit sur l'épeautre, mais en tous les cas, on a tout de suite compris que c'était la reine, si je puis dire, des céréales. Donc, selon Hildegard de Bingen, l'épeautre non hybridée va être à consommer en fin de compte à chaque repas. Et puis, cet épeautre non hybridé, il doit être issu de variétés anciennes et qui ont été sélectionnées par les Allemands et les Autrichiens, évidemment, selon les critères de ce qu'a décrit Hildegard de Bingen et de ce qu'elle a observé certainement aussi à son époque. Donc, Hildegard de Bingen nous dit de manger cette épeautre-là sous toutes les formes. Donc, grosso modo, pour faire simple, on va pouvoir remplacer le blé ou le sarrasin, par exemple, pour les Bretons, par de l'épeautre non hybridée, que l'on pourra manger sous toutes les formes que l'on connaît pour le blé, finalement. Hein. C'est la même façon de s'alimenter. On peut manger du pain, on peut manger des crêpes, on peut manger des tartes, on peut manger des choses très bonnes, d'ailleurs. Hein. Son alimentation, d'ailleurs, est réputée hein, dans le sens où l'épeautre de variété ancienne, justement, a un meilleur goût que le blé et souvent est d'ailleurs plébiscité aussi par les gourmets. Voilà. Donc, elle nous donne des recommandations alimentaires donc avec cette céréale à laquelle on va ajouter des fruits et des légumes, donc une approche plutôt végétarienne. Bien que l'on puisse, hein, je le précise tout de suite, manger quand même de la viande dans l'approche d'Hildegard, mais pour aller même à l'extrême de ce que je suis en train de dire, on pourrait très bien être végane et faire l'approche d'Hildegard de Bingen. Donc voilà, donc on va dire pour résumer que c'est une approche plutôt végétarienne, mais que on pourrait aussi être flexitarien, comme on dit aujourd'hui, c'est-à-dire manger de la viande de temps en temps, surtout si l'on est en bonne santé. Donc, dans ces recommandations alimentaires générales, elle donne des conseils donc, pour les personnes qui sont bien portantes et également pour les personnes qui sont en état de faiblesse, voire fortement affaiblies. Donc, elle pense à tout le monde et son alimentation s'accompagne toujours d'épices également. Ça, c'est aussi un point fondamental qui donne aussi un côté très oriental parfois à la cuisine, puisqu'on va utiliser la cannelle, par exemple, comme plante beaucoup dans l'approche d'Hildegard, le cumin, le galanga, bien sûr, ou d'autres épices qui ne sont pas forcément des épices que l'on trouvait d'ailleurs en Allemagne à l'époque. Donc, c'est une cuisine savoureuse et gourmande. C'est ça qu'il faut retenir, je pense, de ces recommandations alimentaires, Pierre. D'accord, merci. Alors, ces recommandations alimentaires, elles datent de près de 850 ans. Est-ce qu'elles sont réellement applicables aujourd'hui et intégrables au quotidien? Alors oui, évidemment, c'est complètement applicable aujourd'hui. J'en suis un peu la preuve vivante. Moi, ça fait 25 ans aujourd'hui que je m'intéresse à l'approche d'Hildegard. Évidemment, au début, je n'ai pas pu mettre tout en place tout de suite parce que je ne trouvais pas tout, évidemment, les produits n'étaient pas commercialisés comme aujourd'hui. Mais progressivement, en tous les cas, j'ai mis ça en place et ça a donné, on va dire, des résultats sur moi. Et puis, progressivement aussi, eh bien, j'ai, on va dire, comment je pourrais dire? J'ai expérimenté aussi sur d'autres personnes, pas forcément que sur moi-même également, quoi. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, Pierre, parce que j'ai un peu oublié ce que vous m'avez demandé en fait. Je me demandais si c'est applicable, enfin intégrable au quotidien aussi. Est-ce que ce sont des recettes qui sont faciles à faire avec des produits faciles à trouver? Oui, 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 j'ai répondu en partie. Effectivement, aujourd'hui, on peut tout à fait manger Hildegard tous les jours facilement et sans problème, je dirais, pour tous les âges, que ce soit pour les bébés, les personnes, les adolescents, les personnes adultes et même les personnes âgées, hein, sans aucun problème.
Et donc, c'est un grand oui. Et en plus, l'avantage, c'est qu'on peut vraiment adapter, je dirais, le style culinaire eh bien, à sa façon de cuisiner à soi-même, si je puis dire. Le style culinaire d'Île-de-Garde peut être adapté facilement en fonction de sa culture. C'est ça aussi qui est intéressant. D'accord. Alors, pour quel type de problématiques les recommandations alimentaires d'Île-de-Garde de Bingen sont-elles particulièrement recommandées? Alors, pour quel type de problématique je dirais qu'en premier lieu, toutes les personnes qui veulent faire de la prévention, eh bien, ça va les intéresser, ces recommandations alimentaires. Évidemment, je parlais tout à l'heure de l'épeautre non hybridé, qui est donc la céréale qui permet de faire de la prévention selon l'approche d'Hildegard de Bingen. Et donc, pour répondre à votre question, je vais vous citer un petit peu des bienfaits qu'on a observés grâce à ces recommandations alimentaires, hein, justement, pour qu'on puisse mieux situer un petit peu quand on peut l'utiliser. Alors, ces recommandations-là, c'est le docteur donc, Wolfgang Woffen qui a étudié donc cette épeautre en Allemagne, qui a été un des premiers à l'étudier. Et puis, on a aussi plus récemment le docteur Lilian Ceballos qui a écrit un livre sur l'épeautre et qui aussi continue à attester avec les dernières recherches ce que disait Hildegard de Bingen finalement au XIIe siècle. Donc, cette épeautre non hybridée, en réalité, pour les personnes qui ont des problématiques de digestion, il est très, très digeste. Et ça, c'est un point très intéressant, très important aussi de son approche. La première chose que les personnes me disent en général quand elles passent à l'épeautre, ah, ça se digère tout seul, j'ai pas de fatigue postprandiale, enfin en tous les cas en termes plus simples après le repas. Donc ça fait vraiment une différence. Donc ça, c'est souvent ce qui m'est remonté. Ensuite, l'épeautre aussi, on le sait grâce à ces dernières études, eh bien, il est antitumoral, c'est-à-dire qu'il est riche en thiocyanate, entre autres, et il est aussi anti-inflammatoire et aussi a des propriétés anti-allergiques. On a aussi démontré, le docteur Strello aussi a beaucoup participé d'ailleurs à toutes ces recherches. On a aussi démontré qu'il était immunostimulant, c'est-à-dire que quand on mange de l'épeautre, ça stimule quotidiennement ou même à chaque repas en fait notre immunité, ce qui fait qu'on tombe beaucoup moins malade que les autres personnes. Donc ça, c'est un plus, surtout en hiver, on sait qu'on est toujours un peu plus fragile. Eh bien, manger de cette épeautre-là quotidiennement, eh bien, nous aide à surmonter, on va dire, les attaques virales. Également, cet épeautre est intéressant, et là, je l'ai moi-même constaté. Il va aider à réguler le taux donc, de cholestérol dans le sang, mais aussi le taux de glycémie dans le sang. Et puis, chez les personnes qui ont des problèmes de poids, alors le poids, pas forcément côté hormonal, hein, mais des problèmes de poids côté, on va dire, parce qu'elles sont gourmandes, on va dire, tout simplement. Ces personnes-là aussi vont voir, on va dire, eh bien, ce poids se réguler. Souvent, les personnes qui se mettent à l'épeautre non hybridée perdent entre 2 à 5 kilos dans les 2-3 mois qui suivent le changement alimentaire, parce que c'est une céréale qui est, comme je disais, plus légère, mais à tout point de vue finalement. Légère à digérer, mais aussi plus légère finalement pour l'organisme. C'est aussi, et ça aussi c'est prouvé, c'est une céréale qui va aider à naturellement réguler l'humeur. Alors là, je parle de la bonne humeur, hein, je ne parle pas des humeurs de tout à l'heure. Réguler donc l'anxiété, la déprime aussi, puisque en fait l'épeautre est très riche en tryptophane et on sait que ça agit favorablement sur ce point. Donc, ce qu'on peut dire sur les recommandations alimentaires d'Hildegard, c'est que le docteur Strello, lui, il a quand même accueilli, je pense aujourd'hui, entre 30 et 40 000 personnes qu'il a mis à l'épeautre, forcément, hein. Donc, on a un bon recul et on sait que, enfin, c'est ce qu'il dit en tous les cas,
qu'il voit l'amélioration de toutes les problématiques des personnes donc, qui viennent le consulter, une amélioration de l'ordre de 80% rien qu'en montant de l'épeautre non hybridé au menu. Donc, c'est sûr que ça laisse entrevoir les possibilités de cette céréale. Et on sait que cette céréale est aussi intéressante pour les personnes qui sont sensibles au gluten. Voilà. Donc, malgré que ces recommandations finalement alimentaires datent effectivement il y a très longtemps, il y a toujours de l'intérêt aujourd'hui. Merci Mélodie. Quelles sont les particularités des enseignements d'Hildegarde de Bingen sur le sujet des plantes? Alors, au niveau des plantes, Hildegard de Bingen, en fait, ajoute déjà des plantes dans l'alimentation, premièrement. J'en ai parlé un petit peu tout à l'heure en citant quelques épices, mais elle ajoute aussi, par exemple, de l'hysope. L'hysope, c'était une plante qui était très connue au Moyen-Âge, très utilisée, qui est devenue un peu plus désuète aujourd'hui, mais qui revient un petit peu au goût du jour avec justement l'enseignement d'Hildegarde. Et cette hysope, par exemple, eh bien, on peut la mettre avec du poulet, entre autres, pour justement eh bien, rester dans la joie, nous dit Hildegarde. Et puis cette hysope aussi va avoir une action sur le foie et puis intéressante. Et donc, elle est aussi donnée dans ce but-là chez Hildegarde et pour le poumon également. Donc, oui, Hildegarde met des plantes dans l'alimentation, on va dire pour donner un bon goût, mais ça ne fait pas seulement le bon goût finalement. Et puis, elle préconise aussi des mélanges de plantes qui sont d'ailleurs ses propres mélanges de plantes, c'est-à-dire qu'on retrouve nulle part ailleurs dans le monde les recettes qu'elle nous donne. C'est ça qui est vraiment, c'est vraiment des écrits originaux, on va dire. Et ces mélanges de plantes, en fait, vont par exemple agir pour faire la détox du foie ou encore vont agir sur les problèmes du quotidien. Ça peut être par exemple sur le nez qui coule, quelque chose eh bien de tout simple qui arrive à peu près à tout le monde. Voilà. Donc pour les plantes qu'Hildegarde préconise d'utiliser, vous voyez, c'est divers et varié. Et aussi, ce qui est très intéressant, c'est qu'Hildegarde, dans ses mélanges, eh bien, va mélanger des plantes qui sont parfaitement européennes avec aussi d'autres plantes, parfois qui sont plus lointaines, comme le galanga dont je parlais tout à l'heure, comme la cannelle qui est très connue, etc. Donc, c'est ça aussi qui fait l'originalité de ces recettes. Il y a des recettes, on va dire 100% plantes européennes, mais on a des recettes aussi qui mixent plantes européennes et plantes plutôt qu'on retrouve aujourd'hui en Inde, par exemple. Voilà. Merci. Alors, vous avez écrit au sujet des enseignements d'Hildegarde plusieurs ouvrages, notamment Hildegarde et les pierres, plusieurs ouvrages sur les pierres. Est-ce que vous pouvez nous donner les particularités des enseignements d'Hildegarde sur ce sujet-là? Ce que Hildegarde nous dit, on ne le retrouve vraiment pas du tout dans l'approche de lithothérapie, on va dire, plus classique. Voilà. Donc, les recettes décrites par Hildegarde de Bingen sont vraiment finalement uniques en son genre et uniques au monde. Donc, en fait, il y a 850 ans, Hildegarde de Bingen a écrit un traité, on va dire un peu extraordinaire, qui s'appelle donc le Liber Lapidarum. Et ce livre, en fait, eh bien, nous apporte un éclairage précis pour utiliser les pierres, même encore aujourd'hui, évidemment. Donc, bien entendu, l'usage des pierres aujourd'hui, c'est souvent aussi associé d'ailleurs à des pratiques assez ésotériques, ce qui n'est pas forcément le cas d'Hildegarde. Mais on peut utiliser l'approche d'Hildegarde, eh bien, ces recettes sans forcément aussi être, on va dire, religieux ou autre, hein, puisque c'est vrai que c'est une abbesse quand même à la base, on peut les utiliser, on va dire, simplement. Voilà, c'était ce que je voulais vous dire. Alors, la particularité donc des pierres d'Hildegarde, c'est qu'effectivement, elle en décrit, on va dire, environ une trentaine. Et les conseils qu'elle nous donne, c'est encore tout à fait applicable. Bon, personnellement, je vous le dis tout de suite, hein, Pierre, ce n'est pas un sujet qui m'a passionnée immédiatement.
parce que je trouvais ça un peu ésotérique, c'est-à-dire assez loin de ma façon assez cartésienne de voir les choses. Mais tout de même, en testant, j'ai vu des résultats. Et c'est ces résultats-là qui m'ont en fait encouragée à utiliser les pierres d'Hildegarde. Donc, elle les utilise de manière extrêmement différente. On peut les utiliser, par exemple, pour faire de la détox. On peut l'utiliser comme eau de boisson, les pierres qu'elle nous donne. On peut faire des préparations naturelles à base d'huile, par exemple, et utiliser l'huile ensuite. On va pouvoir porter, bien sûr, les pierres, que ce soit donc en collier ou en bracelet ou en pendentif, etc., etc. Donc, elle a des usages qui sont encore une fois aussi très modernes, dans le sens où c'est des usages que l'on pourrait très bien utiliser en naturopathie d'aujourd'hui, en fin de compte. Merci. Quelles sont les autres grandes particularités que recèlent les enseignements d'Hildegarde de Bingen? Alors, c'est vrai qu'on a parlé déjà de beaucoup de choses. On a parlé surtout des plantes, on a parlé de sa méthode alimentaire, hein, des épices aussi, mais elle parle d'autres points comme par exemple le jeûne, les diètes, effectivement. Alors, il faut remettre encore les choses dans le contexte d'Hildegarde. Le jeûne, en fin de compte, c'est un principe effectivement qui est très recommandé en naturopathie. Chez Hildegard de Bingen, on va plutôt utiliser le terme de monodiète. C'est-à-dire que chez elle, on va plutôt manger à chaque repas, mais manger des aliments qui vont permettre de faire de la détox sans brusquer l'organisme avec un jeûne drastique. Souvent, le jeûne classique, c'est vraiment à l'eau, voilà, ou à des jus de fruits, par exemple. Chez Hildegard de Bingen, on va pouvoir manger de l'épeautre à chaque repas. Et puis, le repas du midi et du soir, par exemple, on pourra rajouter des légumes. Donc, c'est ça ce que je veux dire dans le sens monodiète. Alors, monodiète, littéralement, ça veut dire, normalement, on mange un seul aliment. Par exemple, en naturopathie classique, on va utiliser le riz, où on va pouvoir manger pendant une semaine que du riz, par exemple. Ça, c'est une vraie monodiète dans le sens d'aujourd'hui. Chez Hildegard, on appelle ça monodiète, mais c'est effectivement pas tout à fait exact. C'est donc épeautre, légumes et puis des plantes que l'on va recommander qui vont avoir en fin de compte l'effet d'un jeûne. Moi-même, j'ai animé une dizaine d'années des monodiètes d'Hildegarde et c'est vrai que ça m'a souvent bluffé en fait de voir les résultats. Surtout au bout de quelques jours, le teint des personnes qui devient beaucoup plus clair, beaucoup plus lumineux. Et puis également la joie que les personnes retrouvent, ça m'a beaucoup marqué dans les monodiètes. Et puis aussi le regain d'énergie que ces personnes, enfin, dont ces personnes en fait vraiment vont ressentir en fait véritablement pendant environ à peu près 6 mois quoi en fait. Voilà. Donc, tout ça associé nous permet de dire que la monodiète, c'est quand même intéressant à tester sur une semaine. Et puis, c'est à la portée de tout le monde parce que ce n'est pas compliqué de faire une monodiète aujourd'hui. Alors, en résumé, pourquoi s'intéresser aux enseignements d'Hildegarde de Bingen au XXIe siècle? Ah bah, je dirais déjà dans un premier temps pour se maintenir en forme et avoir eh bien, là, cette forme le plus longtemps possible parce que ça, c'est ce que tout le monde recherche. Également, donc, ressentir moins de fatigue, plus de vitalité, plus d'énergie et puis éviter voilà, de tomber dans les pièges de l'hiver, on va dire, voilà, avoir une meilleure immunité aussi en hiver, c'est ce qu'on constate avec cette approche. Mais encore une fois, c'est souvent ce que je dis, il ne faut pas forcément me croire sur parole. Moi-même, j'ai testé sur moi-même. Alors, comme je le disais tout à l'heure, en 2006, vous avez fondé l'Institut Le Gardien. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Alors oui, l'Institut Le Gardien, bien sûr, c'est le premier centre de formation francophone dédié donc à l'approche d'Hildegarde de Bingen.
Donc, on est agréé, bien sûr, Calliope. On a aussi, on est reconnu par la Fédération française de naturopathie, donc la FENA. Et donc, on est organisme de formation pour faire simple. Et donc, on forme aux méthodes naturelles, donc en naturopathie, donc tout ce qui est plantes aussi, huiles essentielles, etc. Et bien sûr, on a des formations spécifiques à Hildegarde de Bingen pour les personnes qui veulent approfondir son approche, qui, comme on le disait donc tout au long de ce webinaire, est vraiment une approche toujours très actuelle en fin de compte. Et donc, en fait, notre formation de naturopathie que nous avons, notre force, si je puis dire, c'est d'y ajouter donc la spécialité Hildegarde et qui donne un plus indéniable à nos anciens, si je puis dire, aux personnes que nous avons formées, parce qu'elles gardent les fondamentaux finalement de la naturopathie d'aujourd'hui et viennent l'enrichir finalement avec la naturopathie vision Hildegarde du Moyen-Âge. Voilà, donc c'est un plus. Voilà en quelques mots. Merci. Alors maintenant, je vais prendre quelques-unes des questions qui ont été posées dans le chat pendant votre intervention. Alors la première, une personne qui demande des précisions sur ce que c'est qu'une approche holistique. Vous en avez parlé tout à l'heure. Oui, alors l'approche holistique, donc c'est véritablement holistique, ça veut dire une approche globale, pour faire simple. Donc on prend en compte l'être humain dans sa globalité. Donc c'est une approche qui va tenir compte du corps, de l'âme, de l'esprit. Alors là, je réponds à la manière Hildegarde, évidemment. Hein. Je pense que c'était ça le sens de la question. Donc Hildegarde nous donne en fait comme indication qu'il faut que tout soit en harmonie pour qu'on reste en bonne santé. Si tout est en harmonie, finalement, eh bien, on ne peut avoir que la santé. Voilà, si je peux résumer en une phrase ce que nous disait Hildegarde à l'époque. C'est pour ça qu'elle va nous donner des conseils qui vont englober tous ces aspects-là de façon eh bien, à rester en bonne forme. D'accord. Alors vous avez mentionné plusieurs fois le docteur Vigard-Strello tout à l'heure et on a une personne qui s'interroge, qui demande est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce docteur? Alors oui, le docteur Vigard-Strello, donc il a été formé par le docteur Herzka. Le docteur Herzka donc, est le pionnier qui a redécouvert les écrits d'Hildegarde dans les années 1950 et il a eu plusieurs élèves, dont le docteur Vigard-Strello. Alors aujourd'hui, le docteur Vigard-Strello est une personne quand même très importante avec qui je me suis personnellement formée, donc j'ai eu beaucoup de chance. Il est véritablement le référent international pour toute l'approche d'Hildegarde de Bingen, le référent et la référence, j'ai envie d'insister. Voilà. Et donc, en fait, il a vraiment su remettre dans le contexte d'aujourd'hui les conseils d'Hildegarde. Comme il est aussi naturopathe, il a aussi compris la vision naturopathique de l'approche d'Hildegarde de Bingen. Voilà. Et puis, le docteur Vigard-Strello, eh bien, c'est lui aussi qui a fait beaucoup de recherches avec toute une équipe, évidemment, de pharmaciens et autres, pour justement déterminer quelles sont les plantes que décrivait Hildegarde à l'époque, parce que c'était plutôt des noms, on va dire, vernaculaires qu'elle donnait, c'est-à-dire des noms populaires, si on peut dire ça simplement. Et donc, il faut aujourd'hui traduire ça avec nos connaissances d'aujourd'hui et avec les noms d'aujourd'hui en mettant aussi les noms latins sur ces plantes-là. Trouver donc la vraie plante, si vous voulez. Donc ça, c'est tout un travail que le docteur Vigard-Strello aussi a fait. Et puis, il a aussi fait un grand travail autour de tout ce qui est la problématique du gluten, donc en travaillant beaucoup sur l'épeautre et en aidant à sélectionner des variétés pour justement être sur des céréales très anciennes, comme nous l'indiquait donc Hildegarde dans ses écrits. Donc aujourd'hui, il continue encore toujours à faire des recherches, même si il est quand même âgé, il a 85 ans, dans ces eaux-là en tous les cas. Et donc, il continue effectivement et c'est vraiment la référence du moment dans l'approche d'Hildegarde de Bingen, ça c'est sûr.
Merci Mélodie. Alors vous venez de reparler de Grand Épôtre. On aura compris que c'est un élément très important dans les Oui. enseignements d'Île-de-Garde. Et on a quelqu'un qui nous demande où est-ce qu'on peut trouver ce Grand Épôtre et comment on peut savoir surtout s'il est non hybridé ou pas. Oui, alors ça, c'est vrai que c'est une question très importante. Donc, effectivement, le grand épeautre, il faut qu'il soit non hybridé et il faut que ce soit des variétés qui ont été sélectionnées pour l'approche d'Île-de-Garde de Bingen. Donc, ça fait beaucoup de critères à respecter. Alors, comment on fait pour les trouver? Donc, on a un label qu'on a mis au point avec l'Institut Île-de-Gardien qui s'appelle ce label sélectionné par Institut Île-de-Gardien, tout simplement. Et donc, on peut retrouver en boutique bio avec la marque Moulin des Moines eh bien, ce label sur les farines d'épeautre. Et donc, ça permet déjà d'être sûr que l'épeautre que l'on achète est bien un épeautre non hybridé et sélectionné dans l'approche d'Île-de-Garde de Bingen. Donc, le label sélectionné par Institut Île-de-Gardien, déjà, c'est une première garantie. Et puis après, vous avez aussi tout un tas de boutiques qui vendent des produits Île-de-Garde, qui sauront aussi vous conseiller, bien entendu, sur les produits. Mais tout simplement, vous pouvez aussi aller dans l'annuaire Île-de-Garde, qui est un annuaire qui répertorie toutes les personnes qui font des choses autour de l'approche d'Île-de-Garde de Bingen. Et c'est un bon moyen aussi de trouver peut-être quelqu'un qui est à proximité de chez soi et qui s'intéresse à Île-de-Garde, évidemment. D'accord. Alors, on va prendre une dernière question. On a une personne qui nous demande si les formations de l'Institut Le Gardien sont uniquement dédiées aux professionnels de santé ou est-ce que tout le monde peut en suivre une? On a des formations pour tous les niveaux, hein. C'est-à-dire aussi bien pour le grand public qui voudrait découvrir une thématique d'Île-de-Garde. Donc ça, c'est ce qu'on appelle, nous, la formation continue. Donc, on peut choisir juste une journée sur une thématique qui nous passionne ou qui nous concerne, hein, voilà. Et puis, on a des formations, bien sûr, beaucoup plus professionnelles, comme conseiller Île-de-Gardien, par exemple, qui permet de se former à conseiller les produits d'Île-de-Garde. On a le niveau d'après qui est animateur conseiller Île-de-Gardien, qui permet d'animer des ateliers grand public autour de l'approche d'Île-de-Garde de Bingen. Et puis, on a évidemment d'autres formations plus complètes comme notre formation de naturopathie qui englobe donc l'approche d'Île-de-Garde de Bingen. Enfin, on apprend en naturopathie classique les grands noms de la naturopathie, plus Île-de-Garde, hein, voilà, pour être très concrète. Et puis, on a aussi une formation pour les professionnels de santé, qui est une formation donc spécifique pour les infirmiers, les pharmaciens, les médecins, etc., tous les professionnels. Et donc, cette formation eh bien, leur permet de pouvoir intégrer aussi les conseils d'Île-de-Garde eh bien, dans leur pratique. Voilà. Donc, on a la chance pour d'avoir une équipe de formateurs, on va dire européenne, qui nous a permis de mettre au point tous ces cours et de donner aussi une richesse aujourd'hui importante pour pouvoir transmettre eh bien, tous les écrits d'Île-de-Garde facilement. Voilà, il faut effectivement des personnes formées, mais nous les avons aujourd'hui. Merci Mélodie. Merci à tous d'avoir suivi ce webinaire. Merci à vous, Mélodie. J'en profite pour vous annoncer les prochains webinaires organisés par les éditions IH autour de nos prochaines publications. Il y en aura un le 17 novembre sur la dépression et un le 8 décembre sur le psoriasis. Merci à tous et à bientôt. Au revoir, Mélodie. Merci Pierre, au revoir. Merci.